Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans une source d'information qui agit vraiment comme un baromètre du monde hospitalier. Oui, un électrocardiogramme de la profession, en quelque sorte. Exactement. On a sous les yeux la lettre d'information datée du 12 mars. Celle qui est éditée par le SNPHER. Le syndicat national des praticiens hospitaliers, anesthésistes, réanimateurs élargis, pour être précis. Voilà, c'est ça. Et pour bien poser le contexte, il s'agit d'un document de référence à destination de leurs adhérents, mais bon, c'est aussi envoyé à l'ensemble des praticiens hospitaliers. Tout à fait. C'est une communication régulière, ils en envoient une toutes les 2 semaines en moyenne. Et il y a une nouveauté majeure cette fois-ci. C'est même une première historique pour eux. Ah oui, le format audio. Oui, voilà. Informez bien ceux qui nous écoutent que c'est la première fois que cette newsletter est diffusée sous format podcast. C'est une phase de test en fait, et c'est rendu possible par l'intelligence artificielle. C'est une approche super pragmatique pour s'adapter au manque de temps des soignants. Complètement. Alors, avant de commencer, je rappelle notre plan de vol et notre mission du jour. L'objectif n'est pas du tout de commenter ou de prendre parti. Non, on reste strictement impartiaux. Voilà, on va juste relater l'ensemble des chapitres de cette newsletter de façon claire. Et on va insister particulièrement sur 3 piliers fondamentaux abordés dans le document. Les résultats de l'enquête MIR-ATMAR, la bataille pour la réforme des astreintes, Avec la fameuse enquête Top Chrono, oui. et enfin, on parlera des détails pratiques pour l'inscription à leur journée thématique. C'est un document vraiment dense. Il pose bien le cadre analytique des préoccupations actuelles. On y voit très clairement la tension entre le besoin d'organisation de l'hôpital et le bien-être vital des soignants. Bon, décortiquons tout ça. Le premier gros morceau, c'est donc l'enquête MIR-ATMAR. Oui, une consultation très attendue. C'est une enquête qui redéfinit l'exercice en réanimation. Et les résultats mettent en lumière 3 critères d'attractivité majeurs pour les médecins. Et c'est quoi exactement ces 3 piliers qui ressortent? En premier lieu, c'est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ensuite, la réduction de la pénibilité, et là on vise surtout la permanence des soins. Et enfin, le troisième point, c'est la valorisation de l'esprit d'équipe. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le syndicat traduit ses aspirations. C'est pas juste des vœux pieux, ils apportent 4 thématiques de propositions ultra structurantes. Oui, ils ont des chiffres très précis. C'est des propositions qu'ils comptent porter devant les tutelles, je le rappelle. Exactement. Par exemple, sur la sécurité, ils proposent des ratios très stricts. 1 médecin pour 5 patients en réanimation 1 pour 5 en réa, d'accord. et 1 pour 6 à 8 patients en soins critiques. Mais le chiffre le plus fort, c'est pour les gardes. Ils demandent un ratio de 1 médecin pour 15 patients la nuit. 1 pour 15 en garde, c'est très concret comme limite. Et il y a aussi toute une partie sur le temps de travail. Oui, ils demandent un décompte en temps continu, avec des journées calibrées entre 7 et 10 heures. Et c'est là qu'ils parlent des 39 heures, non? Tout à fait. Une obligation de service plafonnée à 39 heures, tout le temps additionnel au-delà de ça reposerait uniquement sur la base du volontariat. D'accord, donc vraiment une volonté de reprendre le contrôle sur l'horloge. Ce qui nous amène à leur troisième thématique sur la permanence des soins. C'est là qu'on trouve les mesures pour réduire la pénibilité. Fin des gardes de 24 heures en semaine. Ah oui, quand même. Et ils réclament un intervalle de 3 nuits minimum entre 2 gardes. Sans oublier une mesure très protectrice, des gardes strictement volontaires après 50 ans. C'est vrai que la barrière des 50 ans, on dit long sur la fatigue accumulée. Et pour finir sur ce chapitre MIR-ATMAR, il y a la liberté d'organisation. Oui, la liberté de gérer le temps clinique auprès des patients et le temps non clinique. Go bien que tout ça est le fruit d'une réflexion de terrain. Mais alors passons au deuxième grand sujet, la réforme des astreintes. Ah, le fameux bras de fer sur le temps de travail. Oui, la newsletter fait un point de situation sur une réunion multilatérale récente. Une réunion avec la DGOS et les organisations syndicales, dont Avenir Hospitalier et APH. Et les débats ont été particulièrement tendus sur le financement, sur l'impact de la télémédecine et sur les questions hospitalo-universitaires. Mais le vrai nœud du problème, il est ailleurs. Si l'on relie cela à la situation globale, l'objectif du syndicat est clair. Ils veulent faire reconnaître l'intégralité du temps d'astreinte comme du temps de travail effectif. Parce que le document rappelle un argument du gouvernement qui date d'avant le Covid. L'administration disait, en gros, qu'il n'y a aucune urgence à répondre à une astreinte puisqu'il y a déjà un médecin sur place. Ce qui est une déconnexion totale de la réalité médicale. Si on appelle un praticien chez lui en pleine nuit, c'est précisément parce qu'il y a une urgence vitale que l'équipe sur place ne peut pas gérer seule. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour prouver juridiquement que cet argument n'en tient pas la route, ils ont lancé l'opération Top Chrono. Une méthode redoutable, en effet. C'est une enquête ultra rapide. Le syndicat demande une participation massive parce que ça prend 1 minute maximum à remplir. Et les questions posées aux praticiens sont de vrais pièges pour l'administration. Il y a 3 questions très ciblées face à l'urgence.
La première, c'est quel est le délai entre l'appel et votre départ? Ensuite, quel est le délai entre cet appel et votre arrivée effective à l'hôpital? Et la troisième, la plus percutante, je trouve, quels sont les référentiels qui vous imposent ces délais? C'est stratégique. En demandant de citer les propres textes officiels de santé qui exigent d'être au bloc en 20 minutes, par exemple, ils prouvent que le médecin est sous pression dès que le téléphone sonne. C'est pas du temps de repos à domicile, c'est du travail. On comprend pourquoi ils incitent tant leurs collègues à participer à ce chronométrage. Ça leur fournit des données inattaquables pour les négociations. On passe au troisième sujet sur lequel on devait insister. L'inscription à la journée thématique sur la santé des professionnels. Un sujet qui résonne beaucoup avec tout ce qu'on vient de dire sur l'épuisement. La newsletter donne toutes les informations pratiques. Les tarifs sont hyper compétitifs pour ce genre d'événement. 30 € pour les adhérents et 50 € pour les non-adhérents. Mais le vrai point fort de cette annonce, c'est un détail administratif qui change tout. Sur les jours de congé, c'est ça? Exactement, il précise bien à l'auditoire qu'il n'est pas nécessaire de poser un jour de congé annuel, un CA, pour y assister. Ah oui, c'est un droit spécifique. Les praticiens ont droit à ce qu'on appelle un congé de formation syndicale, donc on n'ampute pas son temps de repos personnel. Et la newsletter ajoute que cette journée est doublement labellisée par le CFAR, le Collège français des anesthésistes réanimateurs, et par Action Praticien Hôpital. Ce qui est crucial car ça octroie des crédits officiels pour la certification périodique obligatoire des médecins. C'est du gagnant-gagnant pour ceux qui s'inscrivent. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au quotidien, au-delà de ces grands dossiers? On va faire un tour d'horizon des autres actualités? Les fameuses brèves qui clôturent le document. On rassemble les derniers éléments pour ne rien laisser de côté. Il y a d'abord une refonte de leur communication. Oui, ils annoncent le déploiement d'une nouvelle chaîne WhatsApp officielle. Avec des règles très strictes pour éviter la surcharge mentale. C'est limité à 2 messages par semaine maximum, et un seul sujet par message. Ils réactivent aussi leur chaîne YouTube pour traiter en vidéo des thèmes comme la pratique avancée des infirmiers anesthésistes, les IAAD, ou encore cette fameuse réforme des astreintes. D'ailleurs, il mentionne en passant que les résultats des élections au conseil d'administration de la SFR sont imminents. Et la rafale de brèves continue avec des avancées sur les droits sociaux. Oui, des alertes sur les nouveaux droits pour les congés de solidarité familiale et les congés d'adoption. On trouve aussi un lien vers une enquête sur le maintien des compétences en traumatologie. Et un événement à venir qui attire vraiment l'attention. Niant. Ça résume parfaitement le changement de mentalité en cours. La profession refuse de plus en plus le sacrifice personnel comme mode de fonctionnement normal. Et la toute dernière alerte de la newsletter est purement sécuritaire. C'est un relais de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Concernant du matériel défectueux, Voilà, une alerte sur les pouces-seringues de la marque B. Braun. C'est un rappel que la sécurité matérielle reste la priorité de chaque instant. en résumé, quand on regarde l'ensemble de ces chapitres, de MIR, ATMAR aux astreintes, en passant par la santé au travail, on voit une profession en pleine redéfinition. Ils tracent de nouvelles limites opérationnelles et personnelles. C'est exactement ça. Ils structurent leur défense face à un système très exigeant. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que le document original contient des récapitulatifs très clairs. Et surtout les liens directs pour participer aux enquêtes comme Top Chrono ou pour s'abonner à leur WhatsApp. Cela soulève une question importante pour terminer notre analyse, une réflexion qui prolonge vraiment ce qu'on vient de lire. Je vous écoute. Si on regarde bien, l'arme choisie par le syndicat, c'est la quantification extrême. On compte les patients, on compte les heures, on chronomètre les départs en astreinte à la minute près. C'est vrai, tout est mesuré. Mais si cette quantification ultra précise du temps médical devient la norme absolue, est-ce que ça ne va pas finir par transformer fondamentalement la nature de la vocation médicale? C'est-à-dire, Faire passer la médecine d'un sacerdoce sans limite, ce qui était nocif, on est d'accord, à une profession hyper régulée et standardisée à l'extrême. C'est un équilibre très fragile à trouver pour l'avenir de l'hôpital. une piste de réflexion vraiment fascinante à méditer en attendant la prochaine lettre d'information. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse impartiale des sources du jour et à très bientôt pour un nouveau décryptage.